Monsieur Mestres, merci encore de nouveau. Donc je vous prie de rester avec nous, messieurs Bogdanov. Pour sortir de l'obscurité dans laquelle nous plongent parfois les questions qui restent sans réponse, parlons de lumière. Celle-ci se déplace si vite qu'elle défie les lois de l'espace-temps. Par exemple, à la vitesse de la lumière, le temps égale 0 si je ne m'abuse ou pas. En tout cas, le temps est différent de celui qui est en dehors de la vitesse de la lumière. Par ailleurs, et vous allez nous éclairer là-dessus, l'autre particularité tout à fait étonnante, c'est que lorsque l'on observe les éléments qui composent la lumière, quand on les observe un à un, donc les photons, on s'aperçoit qu'ils ont un certain comportement, comme s'ils choisissaient leur chemin. Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est lorsqu'on met en place des objets de mesure, pour les prendre en flagrant délit, et bien là, ils changent de comportement, comme s'ils avaient conscience d'être observés. Alors, cher web auditeur, je sais que tout cela peut paraître un peu fou vu comme ça, mais il y a une expérience qui décrit ce phénomène, c'est l'expérience des fentes de Young. Pouvez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots, sans reprécision, nous décrire cette expérience des fentes? Ben oui, c'est une expérience qui a permis donc à Young d'établir ce qu'il appelle les franges d'interférence qui se manifestent de façon très très claire pour un observateur, puisque Young a imaginé un dispositif consistant à prendre une bougie, à placer un écran en face, entre la bougie et le mur sur lequel viennent donc se projeter les photons. Alors donc, l'expérience de la fente de Young, elle est très simple. C'est-à-dire que quand on prend une source de lumière qu'on a fait passer à travers un écran sur lequel sont disposées des fentes, eh bien, sur le mur, on va voir apparaître des zones claires et des zones sombres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une expérience que chacun peut reproduire chez lui-même. Si avec deux fentes. Avec deux fentes. Hein. Donc ça, c'est très... c'est le dispositif de base de l'expérience. Maintenant, là où ça devient extrêmement troublant, c'est que, bien sûr, lorsque on procède à l'expérience, si vous placez par exemple une lampe électrique comme source de lumière et puis un écran et derrière donc le mur, eh bien, vous allez donc reproduire les franges d'interférence, mais les paquets, si on peut dire, de photons vont arriver en même temps. On ne peut pas les séparer. Or, aujourd'hui, on dispose de dispositifs qui nous permettent évidemment d'envoyer les photons un à un. Et ce qui est très curieux, c'est que lorsque on envoie donc ces photons l'un après l'autre, on va, malgré le fait qu'ils ne sont pas envoyés en même temps, en voir apparaître sur le mur les fameuses franges. Oui, mais c'est-à-dire que l'expérience est subtile, en ce sens qu'on va obturer l'une des fentes. D'accord. La gauche ou la droite. Et là, le photon, il a le choix. A priori, soit il passe à droite, soit il passe à gauche quand il peut passer sur les deux fentes. Maintenant, si on obture une des fentes, on a un photon qui est obligé de passer à droite. Il n'a plus le choix. Maintenant, quand on va désobturer, on va avoir à nouveau un choix, mais le photon suivant, au lieu d'être, entre guillemets, soumis au pur hasard, eh bien, il va être contraint de passer dans l'une des fentes qui va permettre de reproduire l'exacte interférence. On mettra à l'image d'ailleurs les images qui sera projetée sur le mur. Donc c'est comme si, en quelque sorte, individuellement, il se conformait à tout ce que l'ensemble dans le nuage de photons, tout ce que les autres photons ont fait. Comme s'il faisait un choix. Alors, comme s'il y avait quelque part un choix. Alors, on ne va pas parler de choix, mais on va parler de quelque chose d'assez frappant, qui est justement une espèce d'information qui circule globalement entre tous les photons. En quelque sorte, il y a une interrelation entre tous ces êtres individuels que sont les photons, et ils sont plongés dans un espèce de bain, de matrice d'information. Et cette matrice d'information, eh bien, elle est globale. Et elle permet de rendre compte de phénomènes qui sont globaux, et qui intéressent pourtant des êtres qui, entre guillemets, quand je me dis des êtres, ce sont en fait des phénomènes élémentaires, que sont chacun des photons pris individuellement. On a montré d'ailleurs, Igor et moi, nous avons eu la chance de filmer une expérience qui a été conduite à partir de la fin des années 70 et pendant quelques mois, qui est l'expérience dite d'Aspect, qui a été conduite donc à l'Institut d'optique de Orsay. Et en 80, Igor et moi, nous avons filmé, donc, pour notre émission Temps X, cette expérience. Et qu'est-ce qu'on constate dans cette expérience? Eh bien, on constate qu'il existe une liaison, une interaction entre deux photons
qui sont donc ces fameux grains de lumière, séparés par ce que l'on appelle un vecteur genre-espace, c'est-à-dire par de l'espace, et donc par du temps a priori. Eh bien, quand on agit sur un photon, par exemple à droite, prenons le photon de droite, à plusieurs mètres du photon de droite se trouve un autre photon qui est un photon jumeau et qui va instantanément, par exemple, subir un changement de polarité. Ce qui veut dire que les deux photons sont reliés. Par quoi? Par une espèce d'information dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est là expérimentalement constatée. Ça nous invite à penser que la lumière pense. Alors, que la lumière soit et la lumière fut, c'est ce que Dieu dit dans la Genèse chapitre 1. D'ailleurs, si la lumière pense, et si tout ce qui régit l'ordre de l'univers et qui défie toutes les forces connues, si tout cela est invisible, nous sommes en mesure de faire le lien avec bon nombre d'attributs du Dieu des religions monothéistes, le Tout-Puissant, le Très Savant. Alors oui, je vais vous demander si vous croyez en Dieu, mais je vais d'abord épargner nos auditeurs de la réponse que vous faites habituellement, en la résumant. Je vais faire court. Selon vous, à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un a une consistance, il ne peut trouver l'origine de sa propre création qu'en dehors de lui. Mais si ce qui a en dehors de lui a aussi une consistance, ceci ne ressemblerait bien évidemment pas au Dieu des religions les plus répandues, qui est un Dieu qui n'a pas été engendré, qui n'a pas été créé. Alors si vous croyez à un esprit supérieur à l'homme, ou à un Dieu, à quoi ressemblerait-il? Alors, c'est justement ce que en philosophie, on appelle un objet transcendant ou un sujet transcendant. La transcendance, c'est précisément ce qui échappe aux catégories, même aux catégories de représentation, dans lesquelles se situe un sujet pensant ou un sujet observant. Il a nécessairement des propriétés transcendantes. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un théorème qui est le théorème de Gödel, très célèbre dans le domaine de la logique, mais qui se déplace dans d'autres secteurs que le secteur des mathématiques ou de la logique pure. On le retrouvera dans d'autres secteurs d'application, y compris en philosophie. Je rappelle ce que c'est que ce théorème de Gödel, qui a été donc découvert en 1931 par Kurt Gödel, qui était un mathématicien qui est devenu par la suite, notamment à Princeton, très proche d'Albert Einstein. Que nous dit ce théorème? Il nous dit que si on prend un système, qui est un système considéré comme consistant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire logique, ce système trouve sa cause ailleurs, à l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la cause puisse être en quelque sorte contenue dans le système lui-même. Donc, ça veut dire que si on applique ce théorème à l'espace-temps tout entier, l'univers tout entier, qui incontestablement est un système consistant, c'est un système logique, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui pour converser aimablement sous votre ministère. Eh bien, en effet, en tant que système logique, on doit être amené à conclure que sa cause se trouve à l'extérieur de lui, c'est-à-dire en fait c'est une cause transcendante. La deuxième propriété, et c'est là où on rejoint votre question, du théorème qui est contenu par le théorème de Gödel, deuxième propriété, c'est que cette cause est nécessairement d'une nature différente de l'objet, c'est-à-dire donc de l'univers tout entier. Qu'est-ce que l'univers a pour principale propriété? Il est d'abord matériel et énergétique. Matériel, donc il y a de la matière et de l'énergie. Il est installé dans le temps, c'est-à-dire donc il est temporel, et installé dans l'espace. Ce que nous dit le théorème de Gödel, c'est que donc cette cause est nécessairement immatérielle, infinie. En effet, elle n'est pas finie. Elle est d'une nature qui n'est pas donc matérielle et énergétique, donc elle est informationnelle, si on peut dire. D'autre part, elle est atemporelle, puisqu'elle n'est pas dans l'espace, et elle est non spatiale, elle n'est pas dans l'espace, elle n'est pas dans le temps. Donc, on a quelque chose qui nous permet de comprendre ce qu'est pour nous. Voilà. Pour nous, dans notre discours à nous, ça correspond un peu à la singularité initiale. Ça ne veut pas dire, alors il y a encore une autre étape à franchir, parce que ça ne veut pas dire que la singularité initiale serait ce que vous appelez, comme ça, sous ce vocable, Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui pourrait être en quelque sorte en lien avec, mais qui est encore à l'extérieur, parce que en quelque sorte c'est un double extérieur. De même que la singularité initiale est à l'extérieur de l'espace-temps, de même il existerait une causalité à cette singularité initiale qui est elle-même à l'extérieur de la singularité. C'était le cœur de ma question. Messieurs, Dieu ou la science, je ne vais pas vous demander de choisir, mais je vais vous mettre face à un choix peut-être plus cornélien et vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer au moment du choix.
Messieurs, vous êtes sur le point de résoudre une équation qui peut sauver l'humanité d'une fin imminente. Un choix. Alors, il vous manque un élément pour résoudre cette équation et vous avez le choix entre les 3 suivants. Alors, le premier choix, c'est le hasard. Le second, le boson de Higgs. Et il y avait un premier choix, il me semble, qui était Dieu. Voilà, vous avez le choix entre ces 3 éléments. Il va falloir en choisir un qui vous permettrait de résoudre cette fameuse équation qui permettrait de sauver l'humanité. Quel est votre choix? Vous pouvez... Moi, je réponds déjà, puisque je pense qu'on va partager à peu près la même hypothèse qu'Achka et moi, c'est qu'on ne va pas choisir le hasard. Déjà par élimination, on enlève le hasard. Par élimination, on va éliminer, il reste le choix. Il reste le boson de Higgs. Alors, le boson de Higgs, peut-être rappeler ce que c'est, on met vraiment en 2 mots pour les auditeurs, on en a parlé tout à l'heure. Alors, le boson de Higgs, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, mais c'est que ça signifie, disons son contenu profond, c'est que le vide, ce que nous appelons le vide, oui. Et dont Démocrite d'Abdère disait dans le temps que seules 2 choses avaient une existence matérielle, à savoir les atomes et le vide, eh bien Démocrite avait raison, le vide a une existence matérielle, il n'est pas vide. Et justement, le boson de Higgs fait partie de ces éléments de notre matière qui se condensent dans le vide. Et de ce point de vue, notre vide a les mêmes propriétés que des objets que nous connaissons bien, qui s'appellent le supraconducteur. C'est-à-dire, le boson de Higgs fait du vide un état supraconducteur. Et ça, c'est un pont très profond entre la physique des particules et la physique de la matière condensée. D'accord. Son existence a été depuis longtemps soupçonnée et il a été mis en évidence que très récemment, c'est ça, au CERN? Justement, les premiers champs scalaires qui ressemblaient au boson de Higgs ont été produits dans la physique des solides. Et la physique des particules a repris cette idée de la physique des solides. Je crois qu'il faut rendre hommage à un physicien qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, c'est le japonais Yoichiro Nambu, qui justement, en tant que physicien des solides, a joué un rôle important dans la théorie de la supraconductivité et qui ensuite a transposé ces idées à la physique des particules. Vous pouvez me dire son nom, redire son nom Yoichiro Nambu. D'accord, bah écoutez, on lui rend hommage ici. Alors messieurs, sauver l'humanité, votre choix pour résoudre cette fameuse... Alors, moi, j'aurais tendance à choisir Dieu, mais attention, et ça me permet de préciser que le Dieu auquel nous pensons dans tous nos travaux, en particulier dans les travaux de vulgarisation, pas dans les travaux de physique théorique ou de mathématiques, mais dans nos travaux de vulgarisation, nous pensons à un Dieu qui est celui d'Einstein, qui est celui des philosophes, qui est celui de Spinoza, qui est en fait un Dieu qui ne se préoccupe évidemment nullement du destin de chacun, mais qui se confond un peu avec les lois de l'univers. C'est ce fameux esprit supérieur à celui de l'homme, auquel pensait Einstein lorsqu'il répond en 1936 à cet enfant qui lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» « Oui, dit-il, je vais te répondre. » Il ne lui répond pas à l'écrit. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc c'est à cela que nous faisons référence, et c'est à ce Dieu-là que nous ferons confiance pour sauver l'humanité. D'accord, bah écoutez, merci d'avoir fait votre choix. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été ici. Ça a été un immense honneur. Nous avons vraiment été très honorés de vous accueillir ici au bureau de la dissidence. Pardon. Je rappelle que vous êtes les auteurs de La pensée de Dieu aux éditions Grasset. Chers web auditeurs, vous l'aurez compris, entre Dieu ou la science, on ne vous demande pas de choisir. Mais jetons-nous corps et âme, guidés par la lumière des cœurs et des intelligences, dans le mystère des corps célestes et du vide interstellaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis les plus dissidents sur le site internet de l'émission, car n'oubliez pas, vous êtes les programmateurs de l'émission. C'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom.